Télé 50, simplement congolais. À la une de cette édition du journal, la Banque mondiale a publié un rapport qui rappelle une réalité qui empêche tout effort de développement en RDC, les pertes enregistrées par les entreprises publiques. L'institution estime à plus de 5 milliards de dollars les pertes en 10 ans, accentuées par l'endettement croissant, une gouvernance défaillante et des infrastructures vieillissantes. Rapport à suivre en début de ce journal. Et puis, dans l'actualité en Afrique, la transition politique à Madagascar poursuit son bonhomme de chemin malgré les accusations de corruption et la méfiance d'une partie de la population. Elle va passer son premier test, cette transition, dans peu de temps. La CENI a pour cela publié et annoncé un référendum constitutionnel en juin 2027. En Russie, la cérémonie du 9 mai marquant le 81e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique, le conflit qui opposa l'URSS à l'Allemagne nazie de 41 à 45, a été célébrée à Moscou sous haute surveillance face à une attaque redoutée de l'Ukraine. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue, Madame, Monsieur, dans ce journal. La Banque mondiale, je le disais, a publié un rapport sur le fonctionnement des entreprises publiques en RDC. Entre 2014 et 2023, elles ont accumulé, ces entreprises, environ 5,3 milliards de dollars de pertes, soit plus de 500 millions par an. En cause, les créances non payées, l'endettement, la mauvaise gouvernance et la vétusté des infrastructures. L'institution a recommandé notamment des réformes pour faire progresser la croissance potentielle de la RDC. Des détails dans ce commentaire. Mais dans son rapport sur la situation économique du pays publié en mars 2026, la Banque mondiale dresse un constat sévère sur les entreprises publiques congolaises. Pertes financières massives, endettement croissant, gouvernance défaillante, infrastructures vieillissantes. Les entreprises publiques congolaises ont accumulé environ 5 milliards 300 millions de dollars de pertes, soit plus de 500 millions par an. Plus de 2/3 des entreprises pour lesquelles des données sont disponibles ont déclaré des pertes en 2023. Dans le domaine de l'énergie, des transports et de l'eau, la SNEL, la RVA, la SNCC, l'ONATRA et la Régie des eaux sont les plus exposées. Cette dette représente désormais environ 42% de la dette extérieure publique de la RDC. Les difficultés de trésorerie sont chroniques, certaines créances restent impayées pendant près de 4 ans et les délais de paiement de créanciers peuvent dépasser 3 ans. Résultat, plusieurs entreprises empruntent non pour investir, mais pour couvrir leurs déficits de liquidité. La Banque mondiale dénonce des conseils d'administration politisés, des nominations sans critères de compétences, un contrôle fragmenté entre plusieurs institutions. En 2024, seules 10 des 20 principales entreprises publiques ont publié leurs états financiers. Sur les 5 dernières années, seules 5 l'ont fait régulièrement. La Banque mondiale recommande une clarification du rôle de l'État actionnaire, des nominations fondées sur le mérite, une transparence financière réelle et une réduction des interférences politiques. Pour elle, des réformes efficaces pourraient faire progresser la croissance potentielle du pays d'environ 2 points de pourcentage au-dessus des projections actuelles. En justice, avant de passer à l'actualité en politique, une nouvelle page s'ouvre pour les magistrats de la promotion État de droit en RDC. Le Conseil supérieur de la magistrature a procédé à la remise officielle des toges ainsi que de l'ouvrage intitulé « Libellé des préventions en droit congolais, memento littéraire pratique ». Cette cérémonie hautement symbolique marque l'entrée officielle de ces nouveaux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions au service de la justice et de l'État de droit.
Le Conseil supérieur de la magistrature appelle la nouvelle génération à l'intégrité et au respect de la loi. C'était lors de la cérémonie des remises officielles de toge ainsi que d'un ouvrage de référence intitulé « Libellé des préventions en droit congolais, mais méthodes littéraires pratiques » des mains des membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature en présence des autorités judiciaires. Cette cérémonie marque bien plus qu'une simple dotation matérielle. Elle consacre l'entrée effective de ce nouveau magistrat dans l'exercice de leurs fonctions, avec les outils essentiels, l'accomplissement de leur mission au service de la justice et des citoyens. Dans son intervention, Dieudonné Kamoulita Badibanga, président du Conseil supérieur de la magistrature, a rappelé les valeurs fondamentales devant guider cette nouvelle génération des magistrats. L'indépendance, l'intégrité et le respect strict de la loi. L'événement de ce jour nous place aussi vous place. Pour ceux qui en sont bénéficiaires aujourd'hui, devant des responsabilités énormes. C'est une fierté pour nous, mais c'est aussi une responsabilité pour vous. La touche ne vous donne pas l'ascendance sur le peuple, mais la touche qui a été achetée avec l'argent du contribuable vous met devant des grandes responsabilités. Pour les bénéficiaires, cette remise officielle constitue un moment majeur de leur parcours professionnel. Au-delà des équipements remis, le Conseil supérieur de la magistrature prévoit également la mise à disposition progressive d'autres supports pédagogiques et outils numériques destinés à renforcer les capacités opérationnelles de nouveaux magistrats. En politique, je le disais, malgré des perturbations attribuées aux forces du progrès, le culte d'action de grâce marquant le 4e anniversaire du parti LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, s'est tenu quand même dans un climat de résistance. Cadres et militants dénoncent des actes d'intimidation, mais ont réaffirmé leur engagement pour la paix, la foi et l'avènement d'un Congo démocratique, juste et prospère. Kilolo nous en dit plus. La messe d'action de grâce organisée à l'occasion du 4e anniversaire du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, cher à Matata Pogno, s'est tenue dans un contexte marqué par des tensions. En effet, la cérémonie a été brièvement perturbée par des troubles occasionnés par des militants se réclamant d'un parti au pouvoir, visiblement manipulés dans le but de perturber ces moments de recueillement. Ces incidents sont intervenus alors que plusieurs interventions au cours de la messe s'inscrivaient dans l'optique de prier pour la paix en République démocratique du Congo, plus précisément dans l'est de la RDC. Et les participants dénonçaient notamment les velléités des révisions constitutionnelles jugées inopportunes par les organisateurs. Malgré ces tentatives de déstabilisation, les cadres militants et sympathisants du LGD ont fait preuve de calme et de maturité. La cérémonie s'est finalement poursuivie en toute quiétude, dans un esprit de foi, de reconnaissance et d'engagement pour les idéaux démocratiques. Vous venez d'être témoin de l'incident malheureux tout à l'heure, des gens, des délinquants, envoyés par un parti du pouvoir, qui se permettent de venir violer notre siège, alors que nous étions en pleine messe d'action de grâce, une messe commémorative de nos 4 ans d'existence. Nous sommes habitués à ça. Pendant 4 ans, nous n'avons connu que de ça. Il faut qu'on apprenne à faire la politique avec éthique. L'éthique pour un homme politique, c'est comme du carburant dans un véhicule. S'il n'y a pas d'éthique, ça ne marche pas. Et notre pays souffre parce qu'il n'y a pas d'éthique. Un débat inopportun, il n'y a aucun lien entre la constitution et le développement d'un pays. Aucun lien. Aucun lien. Bien au contraire, les gens veulent créer la confusion. C'est la constitution qui organise l'exercice du pouvoir. C'est elle qui donne les assignations au président et qui lui donne un mandat. C'est la constitution qui donne les assignations au gouvernement et qui donne au gouvernement un mandat. La constitution donne les assignations au parlement, aux cours et tribunaux. C'est cette constitution-là qui limite les pouvoirs de chaque institution. Alors, puisque c'est elle qui organise tout, elle sanctionne aussi chaque pouvoir. Mais dès lors que nous savons que c'est cette constitution qui confère le pouvoir, quand vous la rejetez, ça veut dire que vous avez rejeté le pouvoir, vous avez démissionné. Cet événement aura ainsi démontré la résilience du parti face aux provocations, tout en réaffirmant son attachement aux valeurs de paix, de stabilité institutionnelle et de respect de l'ordre constitutionnel.
Et le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social, en sigle le RCET-CPS, a tenu ce samedi son point de presse hebdomadaire consacré à l'actualité politique nationale au centre des échanges, la question du changement de la Constitution que l'organisation considère comme un enjeu majeur pour impulser un nouvel élan en RDC. Selon Jean-Pierre Lisanga Bonganga, la réforme constitutionnelle devrait permettre de renforcer les institutions du pays et de consolider davantage la souveraineté nationale. Permettre de résoudre de manière propre et définitive la question du changement de constitution. À ce jour, aucun constitutionnaliste digne de ce nom n'a contesté, tant au niveau des fonds qu'à celui de la forme, l'initiative salutaire du professeur ordinaire Paul Gaspard Ngonankoy, ni la procédure ainsi suggérée. En dehors de quelques politiciens tirés sur les volets et au mal des sensationnels, sans référence scientifique aucune, cet éminent professeur est aujourd'hui le sauveur de la nation congolaise. Notre peuple s'en félicite. N'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure, il n'y a dans la démarche du professeur Ngonankoy ni coup d'État constitutionnel, ni coup d'État tout court. Au contraire, nous avons là un modèle pacifique de changement de constitution. Ceux qui condamnent aujourd'hui à tort le professeur ordinaire, honorable Paul Gaspard Ngonankoy, souffrent plutôt d'une nécessité politique et intellectuelle fort regrettable. En tout état de cause, les RCT-CPS, la question du troisième mandat du président de la République est désormais sans objet, car la nouvelle constitution qui sera votée par référendum réglera de manière pacifique cette question. Ce qui défie aujourd'hui le président de la République quant au changement de la Constitution se trompe de cible, car le vrai porteur du changement de la Constitution sera non la classe politique, mais le peuple souverain lui-même. Et dans la province du Haut-Katanga, le débat sur la révision constitutionnelle prend une tournure concrète. Ce samedi, à Lubumbashi, le président de l'Assemblée provinciale, Michel Kabwe Mwamba, a pris la tête d'une importante mobilisation pour réclamer une nouvelle loi fondamentale adaptée aux réalités congolaises. D'après lui, par le lancement de la collecte des signatures pour une pétition nationale à cet effet. À Lubumbashi, le ton est donné. C'est une véritable marée humaine composée des leaders politiques et des forces vives de la province qui a envahi les artères de la capitale qui préfère. En tête des files, Michel Kabwe Mwamba. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a voulu transformer cette marche en une démonstration de force, symbole de l'adhésion populaire au projet de changement de la Constitution. À la grande place de la Poste, pour les speakers de l'organe délibérant, l'enjeu est avant tout souverainiste. Selon lui, le pays doit se doter d'une nouvelle loi fondamentale rédigée par des experts locaux, une constitution reflétant les réalités profondes de la République démocratique du Congo. L'objectif, c'est de rompre avec les textes rédigés sous influence extérieure pour permettre à la nation de reprendre le contrôle total de son territoire et mettre un terme définitif au cycle des violences et à l'agression rwandaise dans l'est du pays. Dans cette constitution, que l'État exerce sa souveraineté sur les sols et les sous-sols. Or, une constitution, Yazamani, on disait l'État est propriétaire des sols et des sous-sols.
sol. Donc c'est-à-dire, quand quelqu'un exerce, il peut à un moment, il peut abandonner. Le changement La journée a également été marquée par le lancement officiel de la collecte des signatures pour une pétition nationale. Tour à tour, les figures des proue de la province, à l'instar de l'honorable Fabien Moutombe Kankato, ont apposé leur signature pour soutenir cette initiative qualifiée de patriotique. L'opération de collecte des signatures va désormais se déployer dans toutes les communes de Lubumbashi avant de s'étendre aux 4 coins de la province du Haut-Katanga, a précisé Michel Kabomwamba. À l'Assemblée nationale, à présent à Kinshasa, le député national Ilunga Mbuyu Edi a déposé 2 initiatives parlementaires visant à obtenir des réponses sur des dossiers jugés préoccupants dans la province du Lualaba. Il s'agit d'abord d'une question écrite adressée au directeur général de la GECAMIN concernant le paiement des ex-agents de l'entreprise publique déversés à la KCC, plus d'une question orale avec débat adressé au VPM, ministre de la fonction publique, au sujet du fonctionnement de l'administration publique dans la province du Lualaba toujours. Les détails avec Christian Kalonji. C'est dans le cadre de ces activités parlementaires que l'élu de la circonscription de Kolwezi a adressé une question écrite au directeur général de la GECAMIN concernant le paiement des ex-agents de l'entreprise publique déversés à la KCC. Selon le député, près de 2468 agents travailleurs étaient concernés par ce processus et devaient bénéficier de leurs indemnités pour le bon et loyaux service rendu à la GECAMIN. La GECAMIN a procédé au paiement de 50% de cet effectif. Et ça fait déjà plus d'une année que la GECAMIN ou le DG de la GECAMIN, lors de notre rencontre avec le caucus des élus du Lualaba, et ils ont promis au caucus que dans 12 mois, ils vont pouvoir désintéresser tout le reste des ex-agents. Mais voilà, lorsque nous étions en vacances parlementaires, nous avons reçu dans notre bureau l'équipe de ces ex-agents GECAMIN qui nous ont rassuré que jusqu'alors la GECAMIN a arrêté ces paiements. Voilà pourquoi nous avons introduit cette question écrite adressée au DG pour que nous puissions avoir de la lumière là-dessus. Par ailleurs, le député national a également initié une question orale avec débat adressé au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, au sujet du fonctionnement de l'administration publique dans la province du Lualaba. Nous constatons avec amertume que dans le Lualaba, c'est n'importe qui est en train d'affecter les agents sous statut dans le Lualaba. Imaginez-vous, vous pouvez voir, c'est un secrétaire général qui affecte un chef de division et une décision d'un secrétaire général qui abroge un arrêté d'un ministre national. Ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter dans ces pays. Le député national de Kolwezi évoque également des cas de nominations irrégulières où certaines nouvelles unités seraient directement propulsées à des postes de responsabilité sans respecter les procédures légales en vigueur. Et le Lualaba dont on parlait justement, l'opération Zéro Trou sur les artères des Kolwezi a été lancée le jeudi dernier conformément à la politique provinciale de la gouverneure Fifi Masuka. Les ouvriers de l'OVD travaillent d'arrache-pied en ce début de saison sèche pour rendre les routes plus praticables en vue d'assurer une bonne sécurité routière aux usagers. La première cible de cette opération est la plupart d'avenues qui présentaient un danger aux conducteurs d'engins roulants. C'est une opération d'envergure qui consiste à reboucher les nids de poules sur les artères de la ville de Kolwezi. À la manœuvre, l'Office de voirie et drainage, OVD. L'opération Zéro Trou, voulue par la gouverneure Masuka Saini, va non seulement faciliter les trafics routiers entre passagers, mais aussi revêtir la voirie urbaine d'une nouvelle robe. Les avenues Mpolo, à la cité Manika, Mama Yemo, du 30 juin, et les ronds-points Malou, au quartier Mutoshi, ont constitué la première étape de cette intervention. Après l'élagage des imperfections, ainsi que la reconstitution des couches de base et d'enrobés, les ouvriers procèdent déjà à la pose de l'asphalte
a précisé l'ingénieur Georges Toumba, sous-directeur technique. Nous sommes passés, comme vous le voyez, sur cette avenue, l'avenue Polo. Nous sommes passés à la phase finale, c'est-à-dire couvrir. La phase finale, c'est couvrir avec les enrobés, poser les enrobés. Nous avons fait, comme vous le constatez, on a fait d'abord l'équarrissage. On a enlevé tout ce qui était détruit là. Nous avons enlevé. Nous avons reconstitué la couche de fondation. Après la couche de fondation, nous avons reconstitué la couche de base. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser avec la pose d'enrobé, c'est-à-dire fermer tous les trous au niveau de l'avenue Polo. C'était l'accompagnement des riverains à avoir une bonne gestion des eaux en vue de garder les chaussées en bon état. Ces remerciements vont droit à l'autorité provinciale pour le financement de ces travaux. La province est en train de nous soutenir financièrement pour ces types de travaux. Vous savez que les entretiens de la chaussée ou de la voirie urbaine, c'est dans l'apanage de l'Office de voirie et de drainage, l'OVD. Mais l'OVD seul ne peut pas le faire, il faut un financement. Et nous disons merci quand même à l'autorité provinciale pour le financement de tous ces travaux d'entretien routier. Cette initiative, lancée par le directeur provincial de l'OVD, Fortuna Kabange, s'inscrit dans la politique du gouvernement provincial, celle de rendre les routes urbaines toujours praticables et en bon état. Un soldat en bonne santé est un soldat efficace au front. Fidèle à ce credo, le commandement de la police militaire a lancé ses hommes dans un exercice de résistance physique intense ce samedi, ici dans la capitale, de l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, à la gare centrale de la Gombe. Ce déploiement de discipline visait à tester la résilience des troupes tout en renforçant la cohésion des unités, rappelant que la victoire finale se prépare d'abord dans l'effort quotidien et la rigueur de l'entraînement. Dès les premières heures de la matinée, les éléments de la police militaire de la 14e région, sous les commandements du colonel Désiré Moumessa, ont investi les principaux axes de la ville de Kinshasa dans le cadre d'une marche d'endurance à caractère stratégique et sanitaire. Partis de l'avenue de la Libération, les militaires ont parcouru plusieurs artères emblématiques de la capitale, notamment le boulevard du 30 juin, avant d'effectuer une halte tactique à la gare centrale. Tout au long de l'itinéraire, ces déploiements disciplinés a attiré l'attention des habitants de Kinshasa, partagés entre curiosité et sentiment de sécurité face à la présence des forces armées. À travers cette initiative, le commandant militaire entend évaluer la résistance physique de troupes, renforcer leur capacité de mobilité et maintenir un état d'alerte permanent. Une démarche qui s'inscrit dans la vision des forces armées consistant à faire de la condition physique un pilier essentiel de l'efficacité opérationnelle. Comme le rappelle régulièrement la hiérarchie militaire, un soldat en bonne santé est un soldat efficace au front. Au-delà de l'aspect sportif, cette marche vise également à renforcer la cohésion, le moral, l'esprit des corps des unités engagées. Dans un contexte sécuritaire marqué par les défis persistants dans l'Est de la République démocratique du Congo, cet exercice grandeur nature apparaît comme une démonstration des préparations et des résiliences des forces de défense. Pour le colonel Désiré Moumessa, cette activité envoie un message clair. L'armée congolaise reste mobilisée, disciplinée et résolument engagée derrière les institutions de la République. La sueur sur les visages, la poussière sur les uniformes et le rythme soutenu de la démarche ont témoigné de la rigueur du. Après l'étape de la province du Kwilu, la mission de supervision et d'appui de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du projet Star RDC dans le Grand Bandundu arrive à Kenge, au Kwango, conduite par Brigitte Kapinga Saouda, coordinatrice générale du Star RDC, accompagnée de Lisette Condé, chef adjointe du projet au sein de la Banque mondiale. Pour cette deuxième étape, la délégation s'est lancée dans un marathon d'échange avec les différentes couches de la population bénéficiaire du projet dans cette province du Kwango.
Dans la ville d'Ekenge, la délégation a tenu un dialogue d'échange avec les responsables de l'administration publique provinciale, les acteurs de la société civile, les ténors de la notabilité du Kwango, la communauté scientifique, ainsi que les élus et membres de l'exécutif provincial. Le dialogue tournait autour des objectifs, philosophie et stratégie des mises en œuvre des activités du projet Star RDC. Pour témoigner l'intérêt que la province attache à ce projet, le numéro 1 de l'exécutif provincial est venu personnellement participer à ces assises qui visent l'appropriation du projet par les communautés bénéficiaires. Le projet Star RDC constitue une réponse concrète aux défis multiples auxquels font face les zones affectées par les fragilités socio-économiques et institutionnelles. Pour Brigitte Kapinga, le message est clair. Les parties prenantes doivent s'imprégner du projet avant et pendant sa mise en œuvre. Nous aidons à améliorer leurs conditions de vie. Ce qui fait que non seulement on les paye, mais on les soutient aussi dans la petite organisation où il peut se créer une petite entité génératrice de revenus. Et ce soutien-là aussi, c'est le même montant, c'est $400 à la fin d'une période donnée. Normalement, c'est pour 4 mois. De son côté, Lisette Condé a réitéré le vœu de son institution de voir la province du Kwango avec sa population rayonner de la plus belle manière. Autre temps fort de cette activité, c'est cette série d'exposés axés sur les objectifs du projet présentés tour à tour par le professeur Jean-Claude Moubalama, coordonnateur provincial du Star RDC pour les Grands Bandundu, et d'autres experts qui ont permis à l'assistance décerner l'étude d'opportunité qu'offre ce projet dans l'élan des développements de leur province. Rappelons que ce dialogue entre les projets et les parties prenantes vise également le développement du climat de confiance mutuelle pour la mise en œuvre des activités retenues pour la stabilisation et le relèvement de communautés meurtries par des conflits socio-ethniques dus au phénomène Mobondo dans cette région occidentale de la RDC. Et puis le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassoma, a reçu ce samedi dans son bureau un groupe de journalistes de la capitale spécialisés dans les questions de société à travers l'évangélisation chrétienne. Cette rencontre avait pour objectif de présenter aux responsables de l'UNPC plusieurs des préoccupations de cette sous-organisation des journalistes. Selon ces professionnels des médias, leur rubrique reste souvent marginalisée lors de grandes décisions, conférences et activités organisées à travers le pays. Malgré l'impact social et communautaire de leur contenu, ils dénoncent notamment un manque de considération dans la couverture des événements officiels ainsi qu'une faible représentation dans certaines initiatives du secteur médiatique. Face à cette situation, les journalistes spécialisés dans l'évangélisation disent vouloir compter sur les soutiens et le plaidoyer de Jean-Marie Kassamba, président national de l'UNPC Kinshasa, afin que leurs voix soient entendues auprès des instances compétentes. Vous avez un rôle très important à jouer, d'autant plus que nous sommes un pays à forte obédience religieuse. Il y a une présence très remarquée du renouveau charismatique. Au cours des échanges, les participants ont également insisté sur la nécessité de valoriser davantage les médias œuvrant dans le domaine de l'évangélisation et de la sensibilisation sociale, estimant que leur travail contribue à l'encadrement moral et spirituel de la population. Profitant de l'occasion, ils ont également donné leur avis au sujet de la polémique autour du pasteur Léopold Mutombo qui inonde actuellement les réseaux sociaux. Et dans nos réflexions, nous avons remarqué que nous n'étions pas très associés aux grandes décisions qui se prennent au pays, aux conférences de presse par exemple qui se tiennent dans notre pays, alors que nous vivons au quotidien les habitudes de la société et aussi de l'Église en général. Alors, nous sommes venus voir le président en tant que président de notre corporation des journalistes pour lui présenter justement ce problème, ce souci. Et nous avons eu des échanges assez riches et le président a promis justement d'apporter des solutions et de trouver ce que nous pourrons faire par rapport à cela.
Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de dialogue entre UNPC Kinshasa et les différentes catégories des professionnels des médias dans un contexte marqué par les défis liés à la reconnaissance et à la structuration du secteur de la presse en RDC. À l'enseignement supérieur et universitaire plutôt. À présent, l'INERB et l'ISIPA ont lancé un master en bioinformatique. Les deux institutions ont officiellement signé vendredi une convention de partenariat. La cérémonie a connu la participation du président, directeur général de l'ISIPA, Martin Ekanda Ondimba, ainsi que du directeur général de l'INERB, le docteur Jean-Jacques Mouyembe-Tanfoum. La cérémonie des signatures organisée dans un climat marqué par la volonté commune de promouvoir l'innovation scientifique et technologie a réuni plusieurs responsabilités académiques et scientifiques. Parmi elles figurait notamment le président directeur général de l'ISIPA, Martin Ekanda Ondimba, ainsi que le directeur général de l'INERB, le docteur Jean-Jacques Mouyembe-Tanfoum, figure emblématique de la recherche biomédicale en Afrique. À travers cette collaboration stratégique, les deux institutions ambitionnent de conjuguer leurs expertises respectives afin de développer une formation spécialisée répondant aux exigences actuelles du secteur scientifique et technologique. Ce programme de master spécial en bioinformatique vise à former des compétences capables d'exploiter les outils informatiques avancés dans les domaines de la biologie, de la médecine, de la gémonique, de l'intelligence artificielle et l'analyse des données biomédicales. Ainsi, l'INERB et l'ISIPA entendent contribuer activement au développement d'une expertise locale de haut niveau capable d'accompagner les mutations technologiques et scientifiques que connaît actuellement le continent africain. Ces partenariats constituent également une réponse aux besoins croissantes en ressources humaines qualifiées dans des secteurs à forte valeur scientifique et technologique. Le futur master spécial bioinformatique ambitionne ainsi d'offrir une formation conforme aux standards internationaux, enseignement théorique, travaux pratiques, recherches appliquées et immersion dans des environnements scientifiques spécialisés. Les étudiants bénéficieront d'un encadrement assuré par des experts issus à la fois du monde académique et de la recherche biomédicale. Par ce partenariat, l'INERB et l'ISIPA réaffirment leur engagement à faire de la science, de la technologie et de l'information un levier essentiel du développement national. La transition à Madagascar poursuit son bonhomme de chemin malgré les critiques. 2027 sera une année décisive apparemment. La commission électorale indépendante nationale a dévoilé son calendrier. Un référendum constitutionnel aura lieu en juin 2027, suivi d'une présidentielle en octobre. L'annonce marque donc le début du compte à rebours pour la transition lancée après la chute d'Andry Rajoelina en octobre dernier. Joël Isselona pour le commentaire. La date du référendum et de l'élection présidentielle à Madagascar est enfin connue. C'est en juin 2027 que les Malgaches seront appelés aux urnes pour se prononcer sur le projet de la République avant l'élection présidentielle prévue en octobre de la même année. Pour préparer ces deux échéances majeures, la Commission électorale nationale indépendante lance une vaste refonte du fichier électoral. L'opération débutera dès la fin du mois de juin prochain et devrait durer près de 11 mois jusqu'au 25 avril 2027. L'objectif affiché, c'est d'assainir totalement les listes électorales afin de garantir des scrutins transparentes et crédibles. Toutes les anciennes bases de données seront supprimées pour reconstruire à partir de Fonkontani les plus petites subdivisions administratives du pays. Le processus se déroulera en 4 étapes. D'abord, le recensement des électeurs, ensuite l'établissement des listes provisoires, la phase de réclamation et enfin la validation définitive du registre électoral national. La CENI insiste également sur l'importance de la logistique et des équipements nécessaires pour déployer les équipes sur l'ensemble du territoire malgache. Si le référendum de juin 2027 valide le projet de République, Madagascar ouvrira alors une nouvelle page de son histoire institutionnelle avant la présidentielle prévue 4 mois plus tard. Et enfin, pour terminer ce journal, en Russie, la cérémonie du 9 mai s'est déroulée de manière réduite et sous haute surveillance en raison de la menace d'attaque ukrainienne. Vladimir Poutine a tenu un discours sur la place rouge et a affirmé mener une guerre juste contre les forces agressives soutenues par l'OTAN.
C'est une célébration différente de précédentes qui s'est tenue ce samedi sur la place Rouge à Moscou à l'occasion du jour de la victoire commémorant la défaite de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le président russe Vladimir Poutine a présidé un défilé militaire au format réduit marqué par l'absence inhabituelle d'armes lourdes pour la première fois depuis près de 20 ans dans un contexte de guerre. Plongées en Ukraine et des fortes tensions sécuritaires, les autorités russes avaient renforcé les dispositifs de sécurité autour de la capitale. Plusieurs dirigeants étrangers ont assisté à cette cérémonie symbolique aux côtés du chef du Kremlin. Devant les troupes et les vétérans, Vladimir Poutine s'est montré confiant quant à l'issue du conflit en Ukraine, affirmant que la Russie atteindrait ses objectifs militaires. Le président russe a également salué ce qu'il qualifie des défenses des intérêts et de la souveraineté du pays. Malgré un cessez-le-feu temporaire de 3 jours soutenu par les États-Unis, les combats restent au cœur des préoccupations internationales. Après plus de 5 années de conflit, Moscou utilise plus que jamais cette célébration historique pour afficher son unité nationale et sa puissance militaire dans un climat diplomatique toujours incertain. Place au rappel des titres de ce journal à présent. La Banque mondiale a publié un rapport qui rappelle une réalité qui empêche tout effort de développement en RDC, les pertes enregistrées par les entreprises publiques. Elle estime à plus de 5 milliards de dollars. Les pertes en 10 ans accentuées par l'endettement croissant des entreprises, une gouvernance défaillante et des infrastructures vieillissantes. Et à Madagascar, la transition politique poursuit son bonhomme de chemin malgré les accusations de corruption et la méfiance d'une partie de la population. Elle va passer son premier test donc dans peu de temps. La CENI a par ailleurs annoncé un référendum constitutionnel en juin 2027. Et l'actualité en Russie, la cérémonie du 9 mai marquant le 81e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique, le conflit qui a opposé l'URSS à l'Allemagne nazie de 41 à 45 a été célébré à Moscou sous haute surveillance. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, pour votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.